Je vous invite aujourd'hui à un tour de France gourmand, un voyage tout en douceur pour découvrir les bonbons de France. Les bonbons appartiennent à notre histoire, ils font partie de nos traditions, de notre patrimoine. Si les confiseurs, depuis des siècles, sont de véritables artistes, eh bien les artistes se sont également appropriés les bonbons comme sujet. En témoigne Laurence Genkel, une artiste de la Côte d'Azur, qui s'inscrit dans le courant du pop art français en réalisant des bonbons surdimensionnés et de couleurs vives, des bonbons qui s'inscrivent dans l'imaginaire des petits et des grands. Le bonbon est aussi un sujet propre au domaine artistique de la musique. En témoigne l'incontournable chanson de Jacques Brel avec lequel je vous laisse. Je vous ai apporté de bonbons parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, ça est tellement bon. Bien que les fleurs soient plus présentables, surtout quand elles sont en bouton. Je les ai apportés de bonbons. Il ne faudrait pas que le plaisir des bonbons nous fasse oublier les règles de l'orthographe. Comment se fait-il qu'on écrive bonbon avec un N avant le B au lieu de respecter la règle de grammaire qui voudrait un M? Eh bien, c'est tout simplement que le mot bonbon ne vient pas directement du latin bonum, mais vient de l'expression très enfantine « c'est bon et c'est encore bon », comme la plupart de ces mots, comme papa, maman, pépé ou bobo. Et en langage sourd-muet, c'est un peu la même chose, puisqu'il suffit de tapoter 2 fois avec son index sur sa bouche pour exprimer le plaisir du bonbon. Historiquement, le bonbon est forcément lié au sucre. Le sucré est l'un des 5 goûts que l'on constate à travers les aliments. En effet, il y a le goût sucré, le goût salé, l'amer et l'acide, mais on oublie souvent le goût kombu, découvert par le professeur japonais Ikeda en 1901, qui correspond à peu près à ce que notre gastronome Bria Savarin qualifié de savoureux en évoquant les consumés de champignons, de viande, les soupes de tomates. Le goût sucré, lui, c'est celui qui nous intéresse, est particulièrement attractif pour les êtres humains, que ce soit un enfant qui le goûte pour la première fois ou un adulte, parce que dans la nature, ce qui est sucré est généralement comestible. Et ce qui est amer est relativement dangereux. Voire ce qui est acide n'est pas encore assez mûr, donc peut créer des douleurs d'estomac. Et certainement, l'être humain a enregistré dans ses gènes ces aspects pratiques qui font que le sucre est un goût vers lequel nous sommes naturellement portés. Au commencement, c'est-à-dire 7e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, les Perses découvrent la canne à sucre. La canne à sucre qui est comparable par son goût sucré, son goût doux, au miel. Mais ce n'est pas du miel. Alors la canne va être appelée les roseaux, capables de donner du miel sans l'aide des abeilles. C'est seulement avec l'arrivée d'Alexandre le Grand, au IVe siècle avant Jésus-Christ, que le sucre va être exporté, commercialisé autour de la Méditerranée, et au XIIe siècle, les croisés vont le faire connaître à l'Occident. Au XIIIe siècle, le sucre voit la naissance de ce qu'on va appeler la confiserie, c'est-à-dire l'art du confisage, avec évidemment des consommateurs d'une classe relativement aisée, puisque le sucre est encore une denrée rare. L'installation des papes en Avignon va permettre l'essor des fruits confits notamment. Les vendeurs de sucre sont en général les apothicaires, c'est-à-dire les pharmaciens. Le sucre se vend sous forme
durs, ce sont des pains de sucre. Vous connaissez tous l'expression « casser du sucre sur le dos de quelqu'un », ça doit faire relativement mal. Il va falloir attendre l'essor d'un sucre moins cher pour pouvoir faire connaître le goût des futurs bonbons au peuple français. Au XIVe siècle, la marine française s'organise avec les colonies et seulement au XIXe siècle que du raffinage de la betterave va pouvoir populariser le bonbon. Mais avant cela, au XVIIe siècle, la confiserie prend ses lettres de noblesse. En témoigne cette illustration de Nicolas Larmessin qui, sur des tirages, nous montre toutes les professions avec leurs habits et leurs ustensiles. La confiseuse, elle, porte toute la série des casses, dont la casserole en est une, tous ces métiers des maîtres-queux, les entonnoirs et les ustensiles nécessaires à la confiserie. Au moment de la Révolution française, c'est aussi une révolution scientifique, une révolution gastronomique, puisqu'apparaissent les premiers restaurants pour restaurer la santé. Apparaît également dans l'encyclopédie ce fameux article « Confiserie » en 1772, où vous avez une gravure montrant un atelier de fabrication de confitures. Alors les confitures, ce ne sont pas forcément celles qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'il y a aussi ce qu'on appelle la confiture sèche, qui correspond aux pâtes de fruits, mais il y a aussi le confisage des viandes. C'est ainsi qu'on a des confits d'oie, des confits de canard. Le voyage dans lequel je vous propose d'accéder à présent comprend énormément de spécialités. Aujourd'hui, les bonbons sont répertoriés en 20 catégories, que ce soit des pâtes molles à mâchouiller, à croquer, que ce soit des sucettes, que ce soit des guimauves, des réglisses, des pâtes d'amandes, etc., qui fait qu'avec les variantes régionales, on compte aujourd'hui à peu près 600 sortes de bonbons. Mais c'est comme les fromages, il y a dans chaque famille ou dans chaque village des traditions particulières. En général, les bonbons du Nord se différencient de ceux du Sud par leur texture. Les bonbons du Nord sont plus durs, ils se sucent, ils se croquent davantage que ceux du Sud, où on trouve davantage de pâtes, des mélasses aussi, depuis longtemps, que ce soit des mélasses de raisin ou des mélasses de betterave, et également des pâtes d'amandes molles, en témoignent le nougat blanc ou le touron basque. Le Nord-Est tout d'abord. Les bêtises de Cambrai sont de très jolis bonbons avec une forme de coussinet parfumé à la menthe avec un trait de sucre. Si j'ai choisi ce bonbon parmi d'autres, c'est parce qu'il possède une histoire intéressante. Afchin, qui était un apprenti confiseur dans l'atelier de ses parents, se trompe dans les proportions et la cuisson du sucre avec lequel il voulait confectionner des confiseries. Sa mère le réprimande en lui disant « Mon fils, tu ne fais que des bêtises ». Le bonbon est quand même offert aux clients qui viennent à la boulangerie-confiserie, qui trouvent cela tellement bon qu'ils en redemandent. Le succès des bêtises de Cambrai est lancé. La pastille du mineur, elle, s'inspire de la pastille, qui est un bonbon à sucer, qui est censé soigner et guérir. Déjà, il y a du sucre, et le sucre se vend chez les pharmaciens. C'est donc un produit pour guérir. En effet, le sucre apporte une certaine vitalité. Notre pastille du mineur vient de la région de Lille, Roubaix, Tourcoing, où il y a beaucoup de maladies pulmonaires, des problèmes respiratoires. Alors on va concevoir une pastille qui dégage les bronches, une pastille fraîche à base de menthe, d'eucalyptus et d'essence naturelle de plantes. Cette pastille est astucieuse parce qu'elle a la forme
d'un pavé de charbon, ce que l'on utilisait dans nos caves il y a encore quelques décennies. La pastille, c'est toute une famille de bonbons à vocation médicinale. Jean Pastillat a été le confiseur des Médicis. Ça n'est pas pour rien que nous avons une très forte tradition de sucré, c'est-à-dire le dessert à la fin du repas. Les pastilles vont avoir le vent en poupe à partir de Henri IV, qui va épouser Marie de Médicis. Et puis, à la table de Louis XV et de Louis XIV, évidemment, le sucre devient roi. On va effectuer une différence entre le salé et le sucré qu'on ne trouve pas dans de nombreux autres pays, notamment en Allemagne. Vous voyez la Süßer Senf, ce qui est une moutarde sucrée, ou alors la fameuse moutarde de Crémone. Autre bonbon dur, la fameuse bergamote de Nancy. La bergamote de Nancy, c'est ce bonbon de forme quadrangulaire, translucide, d'une couleur ambrée chaleureuse, avec un goût légèrement acidulé, qui vient du fruit qu'on appelle la bergamote, qui est un hespéridé, c'est-à-dire un agrume de la famille des pamplemousses, oranges, mandarines, limettes. Pourquoi la bergamote est l'essence retenue pour ces spécialités nancéennes alors qu'il n'y a pas de bergamote qui pousse à Nancy? Il faut se plonger dans l'histoire. La bergamote, aujourd'hui, pousse à 95% en Calabre. Les ducs de Lorraine, qui étaient également les rois de Sicile et donc les ducs de Calabre. Et ainsi, ils ont importé l'essence de bergamote pour fabriquer cette recette simplissime qui est la base même du bonbon, de l'essence, du sucre, de l'eau que l'on fait cuire. Les bergamotes continuent à inspirer les confiseurs nancéens, même lorsque les Français seront chassés de Sicile avec le funeste épisode des vêpres siciliennes. Le bonbon suivant, ce sont les dragées de Verdun. Encore un médicament au départ. Les dragées sont connus depuis longtemps et sont adoptés en France au XIIe siècle à peu près. Il s'agit de proposer aux convalescents et pour les dragées en particulier aux femmes qui reviennent de couches, un fortifiant. Les dragées comprennent des amandes, c'est-à-dire des fruits secs qui contiennent énormément de minéraux, de vitamines et d'autres qualités, les oméga 3, et on va le recouvrir d'une fine couche de sucre dur, le sucre rapide favorisant la recouvrance de ces esprits, activant le cerveau et permettant le métabolisme d'utilisation des graisses et notamment des sucres lents. Donc c'est une recette médicinale qu'on va retrouver dans beaucoup d'autres spécialités. Par exemple, les calissons aixois ou le nougat de Provence. Les anis de Flavigny, encore une pastille donc médicinale qui comprend un grain d'anis confit. Ces grains sont tout petits, mais d'où nous viennent ces fleurs d'anis que l'on trouve à Flavigny? Flavigny est un lieu historique très important pour l'histoire des Gaules, puisque c'est sur cette colline que s'installe Jules César lorsqu'il va combattre ses adversaires de la colline en face, c'est-à-dire la colline d'Alésia. Il va vaincre Vercingétorix, mais comme on dit, les Romains n'ont pas seulement gagné la guerre, ils ont aussi gagné la paix. Les légionnaires emportaient dans leurs sacs des plantes destinées à soulager leurs maux, c'était leur trousse à pharmacie. En particulier, ils ont emmené la plante que l'on nomme anis et qui facilite la digestion et qui va calmer les douleurs de ventre. Quelques siècles plus tard, les religieuses ursulines de Flavigny vont avoir l'idée de confire ces grains d'anis et de les enrober de sucre. Le sucre des Vosges. Eh bien, ce sucre des Vosges
suc ou sucre est extrait de la sève de pin, également de la menthe poivrée, on y rajoute du miel et il existe aussi des variantes à l'eucalyptus. Encore des bonbons qui sont censés dégager les bronches à l'image des parfums de la forêt vosgienne. Maintenant, passons à l'ouest de la France, une région où l'on trouve, notamment à Rouen, des bonbons qui vont être favorisés par les grands ports auxquels arrivent les denrées exotiques des colonies françaises depuis le XIVe siècle. À Rouen, on trouve ce sucre, mais également les fameuses pommes rainettes des vergers normands. Il n'en a fallu pas plus pour créer ce sucre d'orge dont raffolait l'impératrice Marie-Louise. Les sucres de pommes de Rouen étaient présentés dans des emballages royaux avec des boîtes de collection. Aujourd'hui, on a uniquement conservé les jolies illustrations d'antan. Évidemment, on ne pourrait pas parler de Normandie ni de Bretagne sans le caramel. La différence entre le caramel de Normandie et le caramel breton est de taille. Il ne s'agit pas uniquement de secret de fabrication, mais le caramel de Normandie n'utilise pas de beurre. Il utilise du lait ou de la crème. Et en particulier, la crème la plus appréciée, c'est-à-dire la crème de camembert, avec laquelle on fait le fromage le plus connu de France. Les emballages, eh bien, ce sont des contenants imitant les pots à lait ou bien les fameuses boîtes à fromage, les boîtes à camembert en épicéa. Les caramels en Bretagne, eux, sont salés au beurre et c'est en particulier le sel de Guérande qui est apprécié. En Bretagne aussi, on utilise aujourd'hui ces fameuses boîtes en épicéa et les caramels sont parfumés à la vanille, au café. On y incorpore volontiers des graines, des morceaux de noisettes, des amandes. Lorsqu'on se rend à Quiberon, on peut trouver les niniches, autre sorte de sucre d'orge, sauf qu'on y a rajouté des bâtonnets qui permettent de ne pas se salir les doigts. Il existe aujourd'hui plus d'une cinquantaine de parfums et les boîtes des bonbons sont aussi très inspirantes. Ici, pour les niniches, on a imaginé utiliser la forme des fameuses cabines de plage rayées bleues et blanches qui rappellent celles que l'on trouve sur beaucoup de plages bretonnes, à Dinard par exemple. À Nantes, eh bien, on trouve depuis l'expansion du port avec les grands navires, il suffisait de faire cuire du sucre. Les berlingots de Nantes avaient une forme d'escargot et étaient vendus dans le port, encore chaud, dans des cornets. Les berlingots sont aussi célèbres à Carpentras, mais la différence entre les deux est que les berlingots de Nantes sont plus petits, plus anciens historiquement, et ne sont pas translucides. À Niort, nous sommes ici dans l'Anjou, pousse l'angélique. L'angélique, c'est une plante avec un goût très particulier que des religieuses, la confrérie des sœurs de Sainte-Marie, ont eu l'idée de confire. On en mange de façon confite, mais aussi sous forme de bonbons plus secs. Les angéliques sont des plantes qui viendraient de l'Himalaya par un long chemin militaire importé par les troupes d'Alexandre le Grand, puis par les légions romaines en France. Les roudoudous, enfin pour cette région, aujourd'hui on en trouve avec toutes sortes de parfums, mais les roudoudous originaux, les roudoudous authentiques, ce sont ceux que l'on voit sur le côté dans de véritables coquilles Saint-Jacques liées au pèlerinage, donc ancien puisque suivant la mort de Saint Jacques de Compostelle, et garnis, fourrés
d'une pâte de fruits qui n'est pas si dure à l'origine. Et ce fruit, c'est du coing. Et justement, lorsque l'on passe dans la région du centre, on retrouve également ce fruit des rois, le coing. C'est un fruit qui doit être cuit pour être savouré. Fruit des rois, pourquoi? Parce qu'il était particulièrement apprécié aux tables aristocratiques. À l'époque de Louis XIV, ça sera plutôt la poire, le fruit des rois. Et à Orléans, on trouve ce qu'on appelle les cotignacs, toujours dans ces boîtes d'épicéa, avec différentes teintes, plus ou moins claires ou foncées, selon la cuisson et la concentration de fruits dans cette confiture sèche. Lorsqu'on arrive à Montargis, nous trouvons la praline, une invention qui vient en 1662 du château du comte de Plessis-Praslin, qui va donner son nom à la praline, qui demande à son cuisinier d'inventer une friandise pour faciliter la digestion de ses convives après des repas que l'on peut imaginer gargantuesques. Son cuisinier va mélanger des graines, des amandes, des noix, avec du gingembre, avec de la cannelle et y mettre du sucre pour faire caraméliser le tout. Les amandes vont être agréablement boursouflées, vont avoir un goût subtilement parfumé. C'est ainsi que naît l'épicerie de chambre ou encore la dragerie. Et donc cette dragerie de chambre est une friandise assez égoïste puisqu'elle est conçue pour être consommée seule dans sa chambre après le repas. À Nevers, on va trouver ce fameux bonbon délicieux, à la fois au caramel et au chocolat, qu'on appelle le négus. Mais pourquoi le négus? Alors, le négus, c'est le nom de l'empereur d'Éthiopie, et cet empereur va effectuer une visite officielle en France en passant par Nevers. Grelier est le confiseur qui va avoir l'idée, après ce passage de 1901, concevoir un bonbon à l'image du négus éthiopien. C'est donc un bonbon de couleur noire qui va être proposé en trempant un carré de chocolat noir dans un bain de caramel chaud pendant 1 seconde. Lorsqu'on le met en bouche, eh bien, le caramel croqué ou sucé, dur, permet de savourer le carré de chocolat tendre qui se cache dessous. À Vichy, la plus célèbre des pastilles françaises. Comme l'histoire des pastilles de Jean Pastillus, l'Italien, est une histoire de médicaments, c'est la même chose pour la pastille de Vichy. Au départ, à Vichy, on avale des pastilles sous forme de bicarbonate comprimé. On va y rajouter plus tard l'eau des sources thermales de Vichy. Comme l'impératrice Eugénie n'apprécie pas ce goût très fort et désagréable, un pharmacien va avoir l'idée d'y rajouter du sucre. Ainsi naissent les fameuses pastilles octogonales et estampillées Vichy. Mais à Vichy, il n'y a pas que les pastilles de bicarbonate. Il y a également les fameux sucres d'orge qui sont connus, avec les fruits dont on peut profiter grâce aux montagnes bourbonnaises, les fabuleux vergers de la région vichysoise. Et c'est ainsi que l'on peut trouver dans les mêmes boîtes proposés les sucres d'orge aux fruits régionaux avec les fameuses pastilles. Et sur certaines boîtes qui datent de la guerre, la seconde, ainsi que les années qui suivent, on peut trouver cette notion de Vichy-État. C'est pour marquer le fait que l'État français s'installe à Vichy pendant les années d'occupation. Les boîtes
de pastilles ou de bonbons Vichy, pour certaines, sont également décorées avec le tissu emblématique de Vichy, c'est-à-dire les carreaux Vichy. En Auvergne, encore des fruits savoureux, des fruits de grande qualité. On va y développer les fameuses pâtes de fruits, enrobées ou non de sucre, sous différentes formes. Mais les pâtes de fruits originales, les plus authentiques, sont toujours à base de deux fruits essentiels, l'abricot et les cerises. Notre région du sud-ouest propose des bonbons également intéressants. À Montauban, on a inventé un bonbon nommé les boulets, qui rappelle le siège de Louis XIII, qui a été finalement levé devant la vaillance des habitants de Montauban. Et pour célébrer l'événement, on va imaginer des boulets à manger, c'est-à-dire des petites noisettes parfaitement rondes et savoureuses, entourées de chocolat noir pour rappeler la couleur des boulets, et le tout entouré d'une couche de sucre transparent. Au Pays Basque, les fameux tourons. Je prononce touron parce que ça évoque la forme de ces friandises toutes rondes, hein, ce sont des bonbons tout ronds. Évidemment, ça rappelle les touronnes espagnoles. Alors les touronnes espagnoles, on va les trouver, notamment du côté de Carcassonne, qui comprennent des amandes grillées, alors que les tourons ne comprennent pas d'amandes grillées, c'est de la pâte d'amande uniquement. À Toulouse, on a eu l'idée de confire non seulement les fruits ou les viandes, mais aussi les fleurs. À Toulouse, on va développer ce confisage des fleurs avec 3 produits, la violette, les roses et les feuilles de menthe. Le confisage des violettes est une opération extrêmement délicate, fastidieuse et chère. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas consommer des violettes de Toulouse comme on mangerait des bonbons aujourd'hui. Pendant longtemps, les violettes confites vont servir à décorer. Décorer les salades, mais également décorer les desserts. Toujours à Toulouse, la réglisse. C'est cette plante connue depuis les Romains pour ses vertus, également une vocation médicinale. En utilisant les racines, on peut extraire l'essence dont les Romains disaient qu'elles avaient la vertu de couper la soif. Il y a des récits où l'on parle de combats des légions romaines pendant plusieurs jours, en buvant très peu, mais en tenant grâce à la réglisse. Notre docteur Lajonie, qui est originaire de l'Ariège, va avoir l'idée de proposer des pastilles de réglisse, des réglisses pures, sans sucre, qu'il va commercialiser dans des petites boîtes, très astucieux à l'époque parce que ce sont les premières boîtes de bonbons qui peuvent être gardées dans la poche, et en plus de couleur jaune pour rappeler son nom de Lajonie. La réglisse dans la région est aussi célèbre par la fabrication Zan de Uzès, avec toutes sortes de pâtes molles, lacées à bottines, vous savez ces escargots filaires de réglisse, avec des réglisses confites, avec des pastilles de réglisse. Cette marque Zan, très populaire, a réussi à survivre de la faillite de ses entrepreneurs grâce au groupe allemand Haribo qui a racheté la fabrication. Passons à notre dernière grande région de bonbons en commençant par le Rhône et la vallée du Rhône avec Lyon. Lyon est la ville des soyeux, c'est-à-dire les ouvriers de la soie. Vous avez en tête les événements des canuts lyonnais, hein, ces ouvriers qui vont se rebeller contre les conditions de travail pénibles qu'on leur impose.
À Lyon se développe beaucoup de magnanerie et vous voyez ici des cocons, c'est-à-dire des vers à soie dont on va extraire le fil à soie. On va imaginer, grâce à la pâte d'amande, des friandises qui évoquent ces cocons et donc une grande partie de l'histoire lyonnaise. Toujours à Lyon, je vous présente mon bonbon préféré. Il s'agit d'une pâte d'amande sous la forme d'un coussinet soyeux et vert. Le vert, c'est la teinte donnée par le curaçao. Le curaçao, c'est une liqueur de petites oranges vertes et amères qui viennent de Curaçao dans les Caraïbes néerlandaises. Et à l'intérieur de cet enrobage aromatisé, on trouve du chocolat. En 1662 sévit une épidémie terrible de peste à Lyon. Les échevins se disent que c'est la même chose à chaque fois qu'il y a une épidémie. Les hommes ont trop péché et il va falloir se retourner vers la religion et prier davantage pour éloigner le fléau. C'est ainsi qu'on organise une procession qui va partir du centre de Lyon pour se rendre jusque dans les hauteurs de Notre-Dame de Fourvière, en lui apportant sur un coussin un cierge d'un poids de 7 livres et sur un autre coussin un louis d'or. Et l'opération va être renouvelée chaque année pour remercier la Sainte Femme d'avoir éloigné la peste. Au moment où sont remis le cierge et la pièce en or, tonnent les fameux 3 coups de canon. Aujourd'hui, les confiseurs ont développé cette friandise en concertation avec les soigneux lyonnais qui, eux, se sont occupés de développer une boîte rappelant leur profession et l'événement historique. En Provence, on ne pourrait se passer du nougat. Le nougat viendrait de la fameuse expression « tu nous gâtes ». En réalité, dans nougat, on voit clairement 2 parties. Il y a nous, c'est-à-dire nous, la noix, et gâte, qui est le diminutif de gâteau. Il s'agirait donc d'un gâteau de noix pour le nougat. On distingue 2 grandes familles de nougat, même si certains, voulant évoquer les rois mages, notamment à l'occasion des 13 desserts de Provence, rajoutent un autre nougat qui est le nougat brun, mais on parle généralement du nougat blanc et du nougat noir. Le nougat blanc est tendre, puisqu'il n'a pas été caramélisé afin de garder une couleur pure et blanche. On y trouve également des produits blancs comme du sucre raffiné, comme du blanc d'œuf, comme des amandes parfaitement blanches ou même des pistaches claires. Le nougat noir, lui, va contenir beaucoup de fruits secs de couleur, des noix, des noisettes, des pignons grillés, et il est parfois parfumé à la violette, à l'anis, voire à la coriandre. On y rajoute du miel brun, et comme vous le savez, le miel le plus prisé de Provence, c'est le miel de lavande. On ne pourrait pas traverser la Provence sans passer par Apt, avec sa tradition de fruits confits. Il s'agit d'un véritable art du confisage, puisqu'il s'agit de conserver les fruits sans en toucher l'apparence, en extrayant l'eau pour la remplacer par un suc ou une mélasse. Les étalages de fruits confits ont atteint une telle perfection que lorsque l'on sort de la halle principale près du beffroi d'Apt, on va retrouver quasiment les mêmes fruits, mais frais, sur la place du marché. Enfin, c'est le dernier bonbon dont je voudrais vous parler, les calissons d'Aix-en-Provence. C'est une tradition très ancienne, avec une histoire qui remonte
au Moyen-Âge ou encore au XVIe siècle. Pour prévenir de la peste, le clergé a l'idée de proposer, d'offrir pendant la communion aux croyants, aux fidèles, sur une couche d'hostie, ce mélange de pâte d'amande et de sucre qui va fortifier les croyants. En effet, en mangeant de la pâte d'amande et du sucre, on retrouve une certaine vigueur qui va réduire les risques de contracter des épidémies. Qu'y a-t-il dans la pâte d'amande? Il y a 2 produits supplémentaires qui sont de l'écorce d'orange et du melon confit, qui fait qu'avec la pâte de l'amande, avec l'hostie dessous, avec la fine couche de pain azime recouverte d'une croûte de sucre dur, nous avons 6 ingrédients pour les calissons d'Aix-en-Provence. Alors d'où vient ce nom de calisson? Il y a 2 origines. D'abord, celle que j'ai évoquée, où le calisson était offert aux paroissiens lors de la communion, sur une hostie. Dans quel récipient va-t-on placer les hosties? Eh bien, c'est le calice. L'autre origine du mot calisson est très intéressante. Elle vient de la reine Jeanne, qui était la femme du roi René, le fameux roi d'Aix-en-Provence, qui, en goûtant ces calissons, se serait exclamé « E un calissou », qui signifie un câlin, une caresse. Aujourd'hui, la tradition mêlant religion et tradition populaire perdure, puisque chaque année a lieu une procession dans Aix-en-Provence, à la tête de laquelle on retrouve certains personnages de la crèche provençale, notamment les tambourinaires, les joueurs de pipeau, et les confiseurs qui vont présenter leurs produits à l'archevêque de la cathédrale Saint-Sauveur qui va bénir les calissons. Voilà, j'aurais pu évoquer d'autres bonbons, d'autres douceurs, comme par exemple les Forestines de Bourges, avec leurs couleurs satinées et leurs teintes aquarelles, des bonbons pralinés, délicieux, très fins, ou encore les vérités de La Palisse, puisque dans le village de La Palisse, il était très tentant d'inventer une friandise qui d'ailleurs, un quart d'heure avant sa mort, c'est-à-dire un quart d'heure avant d'être mangée, faisait encore envie. C'est un jeu de mots parce qu'elle était en vie encore un quart d'heure avant de mourir. Donc une lapalissade gustative. Ou j'aurais pu encore vous parler de l'épopée des marrons qui, grâce à une technique très difficile de confisage, sont glacés. Les marrons de l'Ardèche se prêtent particulièrement bien à ce travail. Malheureusement, sont pendant longtemps ignorés. C'est un peu comme les pommes de terre à partir de leur arrivée en Europe. Ce sont des nourritures viles, des nourritures pour les cochons. On donne les marrons à manger aux porcs. Or, avec Louis XIII et surtout Louis XIV, c'est le retour des légumes et puis des produits de la terre, ou alors les glands destinés aux pourceaux qui reviennent sur la table et qui vont constituer des mets de choix. Nos ancêtres auraient eu tort de s'en priver. Comme mot de la fin, naturellement, je voudrais rappeler cette histoire fabuleuse qui vient d'un roseau capable de donner du miel sans l'aide des abeilles, un roseau qui a fait naître une quantité de formes de friandises que l'on appelle aujourd'hui les bonbons, de toute forme, de toute couleur, de toute texture, qu'ils soient à sucer, qu'ils soient à croquer, à mâchouiller, des bonbons mielleux ou acidulés. J'espère en tous les cas que ce voyage au pays de la gourmandise et de la gastronomie qu'est la France vous a donné l'eau à la bouche.